Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours de GDF Suez, du cabinet d'audit et de conseil Mazars et de l'hebdomadaire Le Point. Il veut tout détruire, tout remettre en cause. Il souhaite un véritable Big Bang intellectuel. Il en appelle à la fin du vieux socialisme. Si les mots sont des pistolets chargés, ainsi que le proclamait le philosophe Brice Parrain, il y a comme une odeur de roussi au Parti socialiste avec Manuel Valls. Parti socialiste, peut-être plus pour longtemps d'ailleurs. Notre franc-tireur ne s'interdit rien, et certainement pas de jeter au feu le nom même de son parti. Le socialisme a été une merveilleuse idée, une splendide utopie, mais inventée contre le capitalisme du XIXe siècle. Non content d'allumer l'incendie au sein de la maison Parti socialiste, notre remuant quadra jette de l'huile sur le feu. On l'interroge sur l'omniprésence de Nicolas Sarkozy dans les médias. Cela ne le choque pas. Selon lui, c'est l'incapacité du Parti socialiste à créer le débat, à innover. Manuel Valls, c'est un peu l'homme qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Il écrit pour provoquer l'étincelle. Ses ouvrages ont des titres évocateurs. Les habits neufs de la gauche. En finir avec le vieux socialisme et être enfin de gauche. Et ça prend. Certains s'enflamment parfois. Le parti, tu l'aimes ou tu le quittes. Ils n'ont pas compris. Si Manuel Valls embrase le Parti socialiste, c'est pour mieux le faire renaître de ses cendres. Des cendres fertiles, pour que le Parti socialiste brille à nouveau de mille feux. Ne vous y trompez pas. S'il veut tout dynamiter, Manuel Valls n'est pas un révolutionnaire. Son credo ? À défaut de changer le monde, le rendre simplement vivable. Tout feu tout flamme, il a donc lancé son propre club de réflexion, dénommé Cercle 21, Gauche et Modernité. Le but ? Redonner une identité à la gauche, adaptée au monde. Nul doute que cette initiative visant à briser les tabous au sein du parti ne va pas manquer de mettre le feu aux poudres. En attendant, ce sont surtout les foudres de ses camarades que Manuel Valls s'attire. À déclarer sa flamme à une gauche réconciliée avec le libéralisme, à une gauche insistant sur la sécurité et la responsabilité individuelle, on a eu tôt fait de vous étiqueter blairiste ou clintonien. Rocardien serait pourtant, j'en mets ma main au feu, l'étiquette que vous trouveriez la plus appropriée. Car c'est pour soutenir Michel Rocard que vous adhérez au Parti socialiste à 17 ans, avant même d'être français. Et il ne fait pas long feu avant que Michel Rocard lui-même ne vous repère et ne vous permette d'évoluer dans la chaleur de son réseau jusqu'au poste de chargé de la communication et de la presse au cabinet de Lionel Jospin en 1997. Faire feu de tout bois, telle pourrait être votre devise. Au bûcher des frilosités socialistes. Vous dites oui au quota par profession pour l'immigration. Oui à l'allongement de la cotisation retraite à 41 ans. Oui aux OGM et au nucléaire. Enfin, lors des émeutes de l'automne 2005, vous êtes le seul socialiste à ne pas critiquer l'instauration du couvre-feu. La place originale que vous occupez au sein du Parti socialiste, votre gestion remarquée de la ville d'Évry, dont vous êtes maire depuis 2001, et votre réussite en tant que député de la première circonscription de l'Essonne depuis 2002, vous propulsent sous le feu des projecteurs. Du feu des projecteurs jusque dans l'ombre de Ségolène Royal lors du congrès de Reims. Véritable capitaine flamme de la motion E, c'est vous que l'on envoie au feu dans les moments les plus brûlants. On n'est pas déçus. Vous allez jusqu'à menacer de l'arbitrage des tribunaux face aux suspicions de fraude électorale dans des bastions en faveur de Martine Aubry. Une fois n'est pas coutume, Manuel Valls endosse finalement la panoplie de pompiers et maîtrise l'incendie qu'il avait alimenté. Martine Aubry est reconnue secrétaire du Parti socialiste et l'unité est désormais de mise. Parti en fumée l'objectif de rénovation du Parti socialiste ? Loin s'en faut. Manuel Valls ne recule ni sur le plan de l'idéologie, ni sur celui du leadership. Il se laisse même aller à jouer avec le feu. Je fais partie de ces socialistes qui pourraient, si le parti se refonde, être candidat aux plus hautes fonctions. Alors, feu de paille ou début de l'ascension ? Écran de fumée ou réelle volonté de rénovation ? C'est tout l'objet du débat de ce soir. Je vous laisse donc Manuel Valls
Sous les feux croisés de Céline et Marie. Bon débat à tous. Manuel Valls, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation au Mardi les Secs. Vous avez bien sûr un droit de réponse à la présentation qui vient de vous être faite. Non, au début je ne comprenais pas qu'on parlait de moi, j'écoutais avec grand intérêt, et puis non, il ne faut jamais commenter un portrait, d'abord il est tout à fait sympathique, même si j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de flammes, de fumée, bon, et pour le fils espagnol que je suis, il y a un côté un peu Torquemada et inquiétition que je vois poindre après, mais c'est une bonne manière de lancer le débat, vous savez, à travers un portrait, il faut pouvoir accepter l'aspect forcément un peu lapidaire, voire caricatural, mais enfin bon, il doit y avoir un sillon, une trace, c'est déjà pas mal. Alors, notre interview va se placer sous le signe de la crise, donc crise économique, crise sociale et bien sûr crise au sein du PS. Donc commençons par la crise économique. Nicolas Sarkozy vient d'annoncer à la suite de sa réunion avec les 5 représentants syndicaux le 18 février dernier une série de mesures pour parer à la crise, dont la suppression de la taxe professionnelle. Personnellement, que pensez-vous, M. Valls, de ces mesures? Je pense d'abord, mais je n'étonnerai personne, et surtout ici, dans cette belle école qui m'accueille aujourd'hui, et merci d'abord pour votre invitation, que nous n'avons pas pris collectivement encore la mesure de la crise que notre pays, mais tout simplement le monde est en train de connaître. Les chiffres encore annoncés hier montrent bien que nous sommes face à un séisme financier, économique, social, qui est d'une ampleur inégalée que peu d'entre nous ont connue. Et en tout cas, nous ne l'avons pas connu. Et il faut en mesurer les effets. Depuis une semaine, le ralentissement économique, la récession annoncée dans la plupart des pays, l'état des finances du Japon, la très grande inquiétude sur l'économie des anciens pays de l'Est, pour ne prendre que ces exemples, ce que le Premier ministre français a encore dit hier sur le niveau de récession que notre pays va connaître, montre bien que cette crise risque d'être longue et qu'elle va bouleverser le système. Alors on dit toujours d'une crise que c'est le passage d'un monde à un autre, mais derrière, il y a des entreprises qui vont fermer, des citoyens qui vont se retrouver au chômage, et un ralentissement dont personne aujourd'hui ne sait jusqu'à quand il va durer. Et face à cela, j'ai le sentiment, donc je réponds à votre question, que les mesures qui ont été prises ou annoncées par le gouvernement français arrivent trop tard et qu'elles ne sont pas au niveau. Alors c'est facile à dire, tous ceux qui gouvernent aujourd'hui sont confrontés à cette réalité. Regardez le gouvernement de Gordon Brown il y a quelques semaines ou quelques mois était plutôt soutenu par la presse économique. On considérait que la baisse de la TVA, la capacité de Gordon Brown à prendre des mesures était au bon niveau, et on s'aperçoit aujourd'hui que l'économie anglaise est dans un très mauvais état et que le Premier ministre anglais lui-même va sans doute se retrouver dans une posture politique extrêmement délicate. Donc c'est difficile actuellement, mais je considère que les mesures qui sont prises ne sont pas au niveau et ne permettent pas surtout d'envisager l'avenir. Et je prendrai 2 exemples, sinon je vais être trop long de ce qu'il faut faire. Il faut sans doute, et le fonds d'investissement pour les salariés en difficulté, proposé plus particulièrement par la CFDT, va dans le bon sens, parce qu'il faut aider et se préparer à aider tous ceux qui vont se retrouver au bord du chemin, tous ceux qui vont être en grande difficulté. Donc ce fonds d'investissement social doit être soutenu financièrement. Et deuxièmement, il faut mettre l'accent, le paquet, peu importe l'expression, sur la formation et la qualification, parce qu'il y a dans notre pays, nous le savons, un problème de qualification des salariés. À Évry, nous avons organisé il y a 15 jours à peine un grand carrefour de l'emploi. On attendait 3000 personnes et 6000 personnes sont venues. J'ai constaté, avec toutes les entreprises qui étaient là, publiques ou privées, des ingénieurs jusqu'aux caissières de Carrefour, qu'il y a des offres d'emploi, mais qui ne sont pas remplies
pour des raisons de qualification, et y compris dans le BTP, alors qu'il y a du ralentissement. Et ce pays, contrairement à l'Allemagne, qui est mieux préparé à cela, souffre d'un problème de formation continue, d'apprentissage, et pour les mois qui viennent, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. En résumé, toutes les mesures à court terme, à mon avis, risquent d'être très très vite balayées par l'effet de la crise. Je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire par rapport aux décisions économiques qui ont été prises. Concernant la demande que Nicolas Sarkozy a formulée aux banques de renoncer à leur bonus, vous trouvez cette mesure plutôt normale et pensez qu'elle aurait dû être prise bien avant. Vous prenez un contrôle lourd et important des banques, notamment la présence de l'État dans les conseils d'administration. Alors vous situez où la limite entre public et privé ? Ouais, c'est deux choses différentes. Il est évident que dans une période comme celle-ci, il faut prendre à la fois la mesure de la crise économique et puis de ce que ressentent les citoyens. Notamment parce qu'on parle de sommes, de milliards qui passent par la tête, au-dessus de la tête des gens, et donc il faut que le comportement des dirigeants politiques, mais des dirigeants économiques, soit exemplaire. Il est évident que si les dirigeants des entreprises et des banques notamment touchent des bonus particulièrement importants, ça sera, et le mot est faible, indécent. Donc oui, il faut prendre des mesures, et s'il le faut, il faut même légiférer. De ce point de vue-là, Barack Obama a montré le chemin par les déclarations qui ont été les siennes il y a encore quelques semaines. Votre autre question portait sur la limite qui pouvait exister entre public et privé. Alors c'est une question plus générale. Il est évident que la crise du système économique, du système capitaliste, du système libéral ou néolibéral conduit chacun à s'interroger sur le niveau de régulation. Il est évident que le rôle de l'État, de la puissance publique, la nécessité de mettre des règles s'impose aujourd'hui dans le débat public, et tant mieux d'ailleurs pour le socialiste, l'homme de gauche, le social-démocrate, peu importe, le rocardien, ce que vous voulez, que je suis. C'est au fond la victoire de l'idée que le monde doit être gouverné avec des règles. Au niveau international, on y reviendra, ce qui nécessite de donner des moyens considérables au FMI ou à l'OMC, au niveau de l'Europe, qui est sans doute le grand débat des mois qui viennent, mais aussi au niveau de la France, qui a pourtant, contrairement à d'autres pays, un État qui reste fort et relativement interventionniste, et avec une classe politique qui manie le double langage, et qui au fond pense toujours que l'État, qu'on soit à droite ou à gauche, a toujours un rôle à jouer. Donc tant mieux. Après, il y a la question de la limite. Quel est le rôle de l'État ? L'intervention de l'État ne peut pas être une finalité, c'est un moyen. Mais quand deux banques sont en difficulté, ou en très grande difficulté, quand l'État vient à leur rescousse, quand l'État rentre dans le capital des banques, il n'y a pas beaucoup d'exemples pour le moment de toute façon en France, il y a Dexia, il y a l'affaire Mélimite, c'est un autre dossier des caisses d'épargne, c'est un sujet d'actualité. Oui, il faut que l'État soit présent dans le conseil d'administration. Vous avez une très grande banque internationale hollandaise, ING. L'État hollandais a été obligé de recapitaliser cette banque. Il y a 2 administrateurs aujourd'hui au sein du conseil d'administration d'ING, dont l'ancien secrétaire général des syndicats hollandais, social-démocrates, qui participe au contrôle des fonds publics. Je ne prône pas pour autant la nationalisation, même si elle peut être aujourd'hui temporaire. C'est encore l'une des questions qui est posée notamment aux États-Unis, où l'état du système financier américain, bancaire, est tellement dégradé. On sait tous que les difficultés qu'on croyait derrière nous de cet automne sont plutôt devant nous, que les actifs pourris, comme on dit, de ces banques peuvent provoquer encore un désastre financier. Il apparaît assez logique que face à ce risque, l'État, la puissance publique puisse intervenir. Est-ce que c'est temporaire, provisoire, à court ou à moyen terme ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les économistes considèrent que ça peut être une étape nécessaire. Donc, on voit bien que le PS s'accorde à dire qu'il est urgent qu'un plan de relance véritablement ambitieux soit soumis au Parlement. Martine Aubry a récemment dévoilé un contre-plan de 50 milliards d'euros contre les 26 milliards du gouvernement. Sincèrement, n'y a-t-il pas que l'opposition qui puisse proposer un tel plan si ambitieux avec un tel coût, sachant finalement pertinemment qu'il ne sera pas adopté ? Ah bon ?
Et vous demandez d'être sincère en plus, c'est une tâche effrayante. D'abord, mais bon, puisque vous avez fait un portrait sympathique, je vais essayer de ne pas être dans la langue de bois et de ne pas faire, comme on dit, de la politique politicienne. Mais il faut revenir quelques mois en arrière. Je pense que le président de la République, son gouvernement, sa majorité, se sont trompés de diagnostic dès 2007. Et que les choix qui ont été faits, ce qu'on appelle le fameux paquet fiscal, pèsent lourdement par rapport à la situation que nous connaissons. Et en tout cas, symboliquement, je ne pense pas que ce soit les 15 milliards du paquet fiscal qui mettent l'économie française par terre. Mais ils ont donné le sentiment, d'abord, qu'il y avait, et c'est vrai, un diagnostic erroné, et d'une forme d'injustice. C'est-à-dire, au fond, on aidait les plus hauts revenus au détriment des classes moyennes et des couches populaires de ce pays, en termes de politique salariale. Et puis, il y a une deuxième mesure qui a été prise, et qui, elle, devrait être stoppée immédiatement, qui est celle qui concerne les heures supplémentaires, car notre pays est le seul aujourd'hui qui a vu au mois de décembre ces heures supplémentaires augmenter de peu, de 1%, mais en général, quand vous rentrez en récession, c'est le contraire qui se passe. En général, vous avez les CDD, l'intérim, les contrats précaires qui sont détruits. Non, là, vous avez d'abord, comme premier phénomène, une augmentation des heures supplémentaires, et donc vous êtes dans un phénomène relativement curieux, dénoncé aujourd'hui par tout le monde, où les heures supplémentaires détruisent de l'emploi. Donc il faudrait déjà revenir sur ces deux mesures intégrées dans le paquet fiscal, c'est-à-dire le bouclier fiscal et les heures supplémentaires. Vous avez un deuxième problème, qui est que vous avez, et c'est un des problèmes de la France depuis des années, une aggravation des déficits publics. Et donc les marges de manœuvre de l'État, de la France, sont extrêmement limitées. On sait tous que les critères de Maastricht aujourd'hui sont largement dépassés, mais que la dette que cela va générer va peser énormément pour les années qui viennent, y compris pour envisager l'après-crise, et notamment le redressement. Alors, vous me posez une question, au-delà de ces deux remarques préalables, sur le plan du PS. D'abord, il a le mérite d'exister, comme a dit l'autre. Deuxièmement, il a mis l'accent sur un sujet, les syndicats aussi l'ont souligné, qui est celui du pouvoir d'achat, en tout cas de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout plan de relance doit s'appuyer à la fois sur l'investissement et sur la demande. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir débat sur la demande. Je ne suis pas, moi, partisan d'une baisse globale de la TVA, comme l'a proposé le PS. En revanche, je suis pour des baisses ciblées, notamment, par exemple, dans le secteur du logement, pour l'aider à se relancer ou par rapport aux produits de première nécessité, même si c'est, vous êtes ici des économistes ou des futurs économistes notamment, même si ce sont des sujets compliqués. Et puis il y a un autre élément qui, moi, me frappe, c'est que je suis convaincu qu'une partie de la relance, plutôt la capacité à affronter la crise, passe par les collectivités territoriales qui représentent 75% de l'investissement public. Or, dans le plan de relance, il n'y a pas grand-chose là-dessus, et aujourd'hui, plutôt tout est fait, avec notamment l'annonce assez étrange de suppression de la taxe professionnelle, pour ne pas donner les moyens aux collectivités territoriales de participer à l'investissement, ce qui est indispensable si on veut effectivement affronter la crise. Donc vous avez un plan, 50 milliards, ben, vous savez, il faudrait presque plus. Quand vous cumulez ce qui se fait dans les autres pays, on peut convenir que vous avez besoin d'investissements publics, de soutien à l'activité des entreprises, de soutien aussi aux salariés qui sont les plus en difficulté, de soutien à la consommation. On voit que c'est utile. Il y a eu plutôt une bonne consommation au mois de janvier, sans doute due au solde. On sait que c'est un des éléments qui tire l'économie française déjà depuis plusieurs années. Et puis, pour conclure, moi ce que je souhaiterais, c'est que face à la crise que nous connaissons, et surtout face à la crise que nous allons connaître, que le gouvernement, les syndicats, les collectivités territoriales, que la majorité et l'opposition soient capables de dialoguer intelligemment dans ce pays, non pas pour se confondre dans un gouvernement d'union nationale, je ne prône pas du tout cela, mais pour au moins se mettre d'accord sur les mesures indispensables, aide aux plus en difficulté, recherche et innovation, formation et apprentissage, soutien aux collectivités territoriales. Parce que déjà, autour de ces mesures, je suis convaincu qu'on a besoin de l'apport des uns et des autres, de l'État, des partenaires sociaux et de la gauche qui gère la plupart des collectivités territoriales.
Alors, je reviens sur ce que vous disiez par rapport aux augmentations salariales. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander, étant donné que vous prenez une certaine lucidité au sein du Parti socialiste, que, alors même que de nombreux plans de licenciement sont annoncés, vous ne croyez pas que c'est réellement le moment de demander des augmentations de salaire et que la priorité est tout de même de sauver les emplois aujourd'hui? C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai en même temps, on aurait pu penser que, puisque le président de la République avait fait campagne sur le fait qu'il était le candidat du pouvoir d'achat, que dès 2007, des mesures des prises pour les petites retraites, pour le SMIC, pour une négociation sur l'ensemble des salaires. Vous avez entièrement raison, soyons lucides. Aujourd'hui, prenez une augmentation brutale du SMIC, reviendrait d'ailleurs à créer des problèmes entre salariés, et puis à poser beaucoup de difficultés aux entreprises. Nous en sommes tous conscients. Il y a d'autres manières, sans doute, de soutenir le pouvoir d'achat. Il y a le RSA, une mesure que j'approuve, même si j'étais en désaccord sur une partie du financement. La prime pour l'emploi ou l'allocation de rentrée peuvent être utilisées aussi pour soutenir le pouvoir d'achat. Mais c'est vrai qu'incontestablement, la grande question qui va se poser, et massivement dans les mois qui viennent, va être celle de l'emploi et comment préserver nos emplois et nos industries. Donc maintenant, on va passer... on va aborder, c'est vrai qu'on pourrait vraiment approfondir sur la crise économique, mais on voulait aussi aborder la crise qui a ébranlé et qui continue de fragiliser le PS. Alors, elle n'est pas de même nature, hein. Oui. Honnêtement, pour la vie quotidienne des Français, c'est pas tout à fait la même chose. Mais peut-être qu'on y reviendra. Alors, d'un mot, parce que on passe vite, mais je veux insister. Je pense que chacun en est conscient. On le sent moins d'ailleurs en Ile-de-France. Vous savez, dans un département comme l'Essonne, c'est le cas aussi du Val d'Oise, on est à moins de 6% de chômage. On a une industrie, une économie très diversifiée. Mais nous savons que dans 6 mois, toute une série d'activités, notamment dans les services, vont être touchées par l'impact de la crise. Et notamment dans les quartiers plus populaires, les quartiers sensibles, difficiles, la banlieue, comme on dit. Dont je suis l'élu, là où il y a beaucoup de précarité, où il y a des salariés peu qualifiés aussi, l'impact risque de terrible, notamment dans des secteurs où il y a déjà un chômage très élevé, parfois, par exemple, chez les 18-25 ans, de plus de 40%. Donc je ne sais pas encore quels sont les effets économiques, sociaux et donc politiques que nous allons connaître dans les mois qui viennent. Et puis derrière cela, mais on y reviendra peut-être en parlant du PS, il y a une vision de moyen long terme qui n'est pas facile à adopter, puisque aujourd'hui il y a une attente immédiate de nos concitoyens, et les gouvernements espagnols, allemands, anglais ou français sont obligés évidemment de faire la démonstration qu'ils agissent. Mais très souvent, ils s'agitent, parce que l'impact est là. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut avoir une vision de moyen et de long terme, et que si on n'investit pas sur la recherche et l'innovation, l'université, si on ne fait pas de la formation, de la qualification, de l'apprentissage, sur ce point-là, c'est difficile parce que dans une période de crise, les entreprises ont tendance à ne pas accueillir les apprentis, alors qu'on sait bien que c'est une des voies possibles pour demain faire face au chômage. Ça ne met pas l'accent sur le rôle des collectivités territoriales, ce qui nécessite aussi là des réformes, et notamment une réforme de la fiscalité locale. Bref, si on ne prépare pas l'avenir et la sortie de l'après-crise, on va être en très grande difficulté. Et on va uniquement agir au coup par coup, ce qui est une vraie difficulté. Et ça veut dire qu'il faut aussi penser à 2 sujets, et le prochain G20 nous y invite, c'est la gouvernance économique mondiale, et notamment le rôle du FMI qui doit bénéficier de moyens supplémentaires pour pouvoir agir, aider notamment des pays qui sont en grande banqueroute. À l'occasion du sommet européen de ce week-end, je l'ai évoqué d'une phrase tout à l'heure, la question des pays de l'Est est posée, ou des anciens pays de l'Est, qui sont, car leurs économies étaient très financières, dans une très grande difficulté, qui ont demandé déjà une aide. Et d'ailleurs se pose y compris la question d'une intégration plus rapide dans la zone euro de ces pays. Donc il va falloir agir au niveau de l'Europe, à travers un gouvernement économique, un rapprochement de la France et de l'Allemagne beaucoup plus étroit, une baisse drastique que je prône des taux d'intérêt, sans doute au niveau zéro, pour pouvoir relancer la machine économique, l'intégration de la zone euro dans la zone euro de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a quand même des décisions à prendre
qui sont indispensables si on considère que nos économies, ce qui est le cas, sont les unes et les autres extrêmement liées et dépendantes. Et c'est autour de ces questions-là que le débat doit s'organiser, et pas uniquement des mesures de court terme, qu'elles viennent du gouvernement ou qu'elles soient proposées par l'opposition. Bon. Non, je vous remercie. Donc on a vu ces derniers temps Martine Aubry et Ségolène Royal qui se tendent la main, certes du bout des doigts. La réconciliation est alors possible au PS, mais n'ayant pas donné le meilleur de lui-même cet automne et étant toujours en convalescence, est-ce que le PS ne doit tout simplement pas se reconstruire après son véritable déchirement et avec de nouvelles têtes? Oui, avec une nouvelle tête en particulier. Les problèmes de personnes, ils existent dans la vie politique et pas seulement dans la vie politique. Les rapports de force, les ambitions, ils sont là. Et puis, Martine Aubry et Ségolène Royal ne se sont même pas touché les doigts puisqu'elles ne se sont pas vues encore. Donc, vous voyez. Mais tout cela n'est que l'écume des choses. Je pense que la gauche, et la gauche française notamment, mais pas seulement, traverse une crise très profonde d'identité. Malgré ce retournement spectaculaire de ces derniers mois, qui d'une certaine manière pourrait lui donner raison sur son idée, on est partout, de Michel Rocard, Henri Emmanuelli, tout le monde a dit la même chose, il faut plus de régulation, il faut que la puissance publique, à tous les niveaux, intervienne, et attention à ce capitalisme financier qui va mettre tout par terre. Et des gens, beaucoup l'ont dit, un prix Nobel économique à Michel Rocard, beaucoup l'ont dit. Mais la gauche française n'a pas réglé deux problèmes. D'abord, n'a pas pu réinventer un autre discours après la chute du mur de Berlin et la disparition du communisme. Et nous étions d'une certaine manière frères siamois dans cette affaire-là. Et n'a pas su adapter son discours sur l'État, sur le rôle de l'État, sur l'État-providence, à la mondialisation et au bouleversement que celle-ci entraîne sur nos économies et nos sociétés. Et donc c'est autour de ces deux questions qu'il faut réorganiser la pensée de la gauche. Ensuite viendront d'autres problèmes, les problèmes d'organisation, on va les évoquer, la problématique de leadership qui a aggravé la crise du socialisme français, nous ne sommes pas remis de ce qui s'est passé en 2002, et la problématique de nos alliances. Et nous vivons, oui, une crise de projet, une crise d'identité, une crise d'organisation, une crise de leadership, et une crise d'alliance, de stratégie, et c'est la raison pour laquelle nous vivons des moments difficiles, de rémission parfois, notamment à l'occasion des élections locales, ou quand on sent qu'on est au bord du gouffre et qu'on recule, contrairement au fameux mot du général de Gaulle. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, après le spectacle désolant que nous avons donné cet automne. Mais c'est d'abord une crise d'identité, une crise d'idées, et d'ailleurs, toute la social-démocratie européenne est concernée par cette crise. Bon, d'ailleurs, je voulais rebondir un peu sur ce que vous dites. C'est vrai, on se demande pourquoi la gauche ne tire pas parti de cette crise et de la dénonciation collective du néolibéralisme sauvage. Donc justement, à votre avis, comment la gauche peut-elle tirer parti de la crise? Et est-ce que vous auriez 3 mesures phares à nous proposer pour moderniser cette gauche un peu en déperdition? D'abord, je vous reprends sur l'idée de tirer parti de la crise, parce que vous savez, dans ces périodes de crise, le porte-parole du PS, dans un mot un peu malheureux, il est sympathique, mais il prononce des phrases un peu définitives sur voilà, il va y avoir une crise économique, une crise sociale et donc une crise politique, qui donnait le sentiment de s'en réjouir. En général, dans ces périodes, ce qui triomphe, c'est le populisme, c'est le repli sur soi, ce sont les extrémismes et c'est l'irresponsabilité. Enfin, les leçons de l'histoire, pour aller vite, ça a été comme ça, surtout si on prend l'exemple et la référence à 1929. Mis à part évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis, mais ça a été long avec le New Deal de Franklin Roosevelt. Mais ça a été long, et puis il y a eu la guerre, il y a d'autres explications économiques pour expliquer le redressement américain. Mais en Europe, on a eu, hélas, une tragédie. Donc, faisons attention, car c'est l'autre qui demain peut être accusé. Il y a eu l'exemple, je ne connais pas bien le dossier, mais vous l'avez vu dans la presse,
de ce qui s'est passé à travers les travailleurs européens, pourtant qui venaient sur une plateforme de Total, je crois, en Bretagne. Il y a tout le débat autour de l'immigration en Espagne ou en Italie. On voit bien que la crise, le chômage, provoque des crispations dans les sociétés. Et ça peut aller, évidemment, pas vers le PS ou des grandes formations du gouvernement, mais au contraire vers une forme de radicalité ou de violence politique qui inquiète le démocrate que je suis. Donc faisons attention. Le PS profite, entre guillemets, alors à ce moment-là de la crise, d'une certaine manière, ça a été le cas ces dernières années, au moment où les Français manifestait un très grand mécontentement à l'égard du pouvoir en place, la gauche et notamment les socialistes en tiraient parti à l'occasion des élections dites intermédiaires ou locales. Ce fut le cas en 2004, après les manifestations contre la réforme des retraites ou l'école, après la canicule. Nous avons gagné de manière extraordinaire toutes les élections intermédiaires, régionales, cantonales ou européennes. Et l'année dernière, le PS a connu un succès inégalé, enfin, nous n'avions jamais connu dans notre histoire, à l'occasion des élections municipales. Et je vais vous dire mon sentiment, je pense que nous pouvons faire un très bon score à l'occasion des élections européennes, même si c'est en général une élection difficile pour ce qui nous concerne. Mais en revanche, parce que nous n'avons pas le sentiment d'assumer un leadership fort et de porter un projet pour la France, nous pouvons être en grande difficulté à l'occasion de l'élection aujourd'hui phare, qui est l'élection présidentielle. Et nous avons perdu en 2002 et en 2007 sur deux sujets avec évidemment un débat politique différent, mais la question de l'autorité et la problématique du travail. Je pense que 2012 se jouera sur la crédibilité et sur la capacité à inventer un autre discours, un autre logiciel avec la crise que nous connaissons. Donc je prône toujours, je l'ai fait dans mon livre d'entretien avec Claude Askolovitch, que j'ai publié il y a un an, où je pense que le PS doit avoir un discours intelligent et nouveau, et en inventant de nouveaux rapports sociaux au sein de l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui crée de la richesse, et si on veut répartir cette richesse, il faut que les entreprises fonctionnent dans ce pays, mais à partir d'un nouveau pacte social, difficile à inventer en France à cause de la situation des syndicats. Je pense qu'il faut qu'on ait un discours fort sur l'État. Oui, il faut un État qui régule, mais un État stratège, mais aussi être capable de se dire qu'il y a des secteurs de l'État ou de la puissance publique qui ne fonctionnent pas, et la gauche doit se réidentifier sur l'école notamment, parce qu'aujourd'hui il y a un échec scolaire massif qui est inquiétant pour l'avenir. Quand vous avez 44% des étudiants en première année qui sont en échec, ça veut dire que notre système d'enseignement supérieur ne fonctionne pas. Je ne parle pas des grandes écoles, mais ne fonctionne pas, ce qui pour la compétitivité internationale d'un pays et pour la préparation de l'avenir est dramatique. Je pense qu'il faut une réforme de l'État massive à travers, plus particulièrement, une décentralisation qui soit réussie. C'est la raison pour laquelle je regarde avec intérêt un certain nombre des propositions du comité Balladur, et je ne le rejette pas par principe d'un revers de la main, surtout que ce n'est pas évidemment rentré dans les faits, et ça n'a pas pour but de rentrer dans les faits avant 2014. Voilà 3 propositions. C'est sur la crédibilité. On peut gagner les élections intermédiaires en étant uniquement dans un non, dans une opposition, d'ailleurs demandée parfois par nos électeurs parce qu'il y a un besoin de radicalité, parce qu'on n'accepte pas la politique du gouvernement, parce qu'on n'accepte pas les comportements aussi du président de la République. On peut même gagner l'élection présidentielle en 2012 sur la base du refus de Nicolas Sarkozy, parce que cette fois-ci, s'il est de nouveau candidat, il ne pourra pas nous refaire le coup de la rupture qu'il a fait en 2007 avec Jacques Chirac. Là, je pense que même s'il est très intelligent, il ne pourra pas le faire avec lui-même. Mais la question qui est posée à la gauche française depuis un siècle, c'est sa capacité à gouverner dans le temps. Nous n'avons jamais gouverné dans la durée de plus de 5 ans. Nous avons perdu à chaque fois les élections. Et si on veut réformer un pays de manière juste, équitable, il nous faut du temps. Et c'est là le défi que nous avons pour 2012, et ma contribution, parfois un peu chaotique, qui énerve certains, qui fait dresser du bûcher, y compris avec mon propre chemin, où je cherche à soutenir des gens qui à un moment peuvent représenter la rénovation et changer les choses en profondeur au sein du PS. Et je pense que c'est là-dessus que ça joue, et on a besoin d'un parti politique qui s'ouvre, qui change ses modes de fonctionnement, ses codes, ces modes de désignation qui sont insupportables. On l'a vu encore avec la constitution des listes européennes, même si ce n'est pas très important, mais enfin, c'est un symptôme. Donc le PS a besoin de travailler. Il ne travaille plus, il ne travaille plus avec les entreprises, il ne travaille plus avec les syndicats, il ne travaille plus avec les intellectuels. Contrairement aux élus qui, eux, sont
très concrètement ouvert, et par nécessité, aux sociétés que sont leur ville, leur département, leur région, le PS au niveau central, au niveau du pays, n'arrive plus à avoir ce lien qu'il a eu dans les années 70. Et c'est là toute la tâche. Nous n'avons que 3 ans devant nous, et ça peut être suffisant pour préparer cette échéance de 2012. Donc revenons un peu à cette semaine du Grand Pardon au PS. Du Grand Pardon. Grand Pardon. Et à ses enjeux. Avec Roger Alain. Donc, une dizaine de proches de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, Madame Royal, sont entrés à la direction du PS la semaine dernière. Les 2 dames auraient donc-elles mis un terme à la guerre des roses, ou alors n'est-ce qu'une stratégie de façade finalement pour parer aux élections européennes qui, comme vous venez de le dire, s'annoncent un petit peu périlleuses pour la gauche? Je vais vous taquiner, hein, là vous utilisez des termes un peu journalistiques. Pourquoi le PS s'est divisé à ce point-là l'automne dernier? Moi, je fais de la politique depuis consoeur du camarade, mauvais goût de dire que je faisais ça depuis l'âge de 17 ans, donc ça remonte déjà à quelques années. Mais bon, les partis, Rocard disait ça d'ailleurs, au fond, sont là parce qu'ils permettent de réguler la vie politique, de choisir des candidats. S'il n'y a pas de parti politique, on serait dans l'anarchie la plus absolue. Ils sont très organisés dans le pays, moins dans d'autres, mais en tout cas, ils sont indispensables. Ils concourent, c'est d'ailleurs écrit dans la Constitution, à la vie démocratique de notre pays. Et tout simplement parce que nous vivons ce problème de leadership depuis la défaite, quelle défaite brûlante, là celle-ci, de Lionel Jospin en 2002. Et avec d'ailleurs un besoin très fort de renouveau au sein du PS et parmi ses sympathisants, ses électeurs, ce qui a expliqué l'adouement de Ségolène Royal à l'automne 2006, parce qu'on ne voulait pas de Fabius, de Strauss-Kahn, de Aubry, de Hollande, de Jospin. On voulait un vrai changement, un vrai renouvellement. Et après l'élection présidentielle, parce que Ségolène Royal n'a pas été très habile, prise dans des problématiques personnelles, parce que l'appareil du Parti Socialiste n'en voulait pas, tout a été fait pour empêcher son leadership, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. Et tout le congrès de Reims a tourné autour de cette question-là et de 2 autres débats mal présentés, qui est celui des alliances, avec qui on s'allie demain, avec l'extrême gauche, avec Bayrou, avec nous-mêmes, des questions fondamentales qui vont être tranchées avec de l'hypocrisie absolue, Martine Aubry faisant de la non-alliance avec les centristes, avec Bayrou, l'un des thèmes du congrès, parce qu'il paraît que les congrès se gagnent à gauche, mais elle-même faisant alliance avec le MoDem à Lille pour avoir une majorité ample au niveau de l'agglomération lilloise. Et l'autre sujet compliqué, qui n'intéresse pas beaucoup nos concitoyens, mais sur la nature du Parti Socialiste, sur son ouverture à la société, sur le rôle de l'Internet, sur l'organisation ou pas de primaires pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle, en prenant modèle aussi sur ce qui s'est passé aux États-Unis ou dans une moindre mesure en Italie. C'est autour de cela que le débat, et ce débat n'a pas été tranché. Parce qu'en plus, quand vous prenez ces différents sujets, vous apercevez qu'il y a des gens qui auraient pu, notamment sur les questions de fond, l'Europe, l'économie, l'entreprise, l'école, l'État, se mettre d'accord. Entre Bertrand Delanoë, Ségolène Royal, entre Harlem Désir ou moi-même, il n'y a pas de différence. Il y en avait plus de différence au sein de la coalition qui a soutenu ensuite Martine Aubry pour qu'elle soit première secrétaire. Et tant que ces questions de fond, tant que le PS ne tranche pas, ne choisit pas, ne fait pas un certain nombre de choix sur des questions fondamentales qui concernent les Français, j'en ai cité quelques-unes, mais sur les retraites, évidemment, quand Manuel Valls est pour l'allongement de la durée de cotisation, évidemment, le budget, alors là, non seulement il est tracé, mais allumé. Non, parce que je pense qu'avec le vieillissement de la population d'un côté et les effets démographiques, on a un système de retraite, en plus avec le chômage de masse qu'on va connaître, qui est infinançable, et donc il faut penser à le financer. Et si on veut sauver le système par répartition, et si on veut tenir compte de l'allongement de la vie, oui, il faudra cotiser plus, ou alors il faut augmenter les prélèvements obligatoires. Mais en même temps, il faut une vraie négociation avec les syndicats pour intégrer la question de la pénibilité, de la formation. Thomas Piketty, l'économiste, propose aussi un calcul par points comme le système de retraite suédois. Voilà, on peut discuter sur ces choses-là, et moi je voudrais que le PS soit au clair. Sur le nucléaire, pour le nucléaire, oui, moi je pense qu'il faut construire des EPR, oui, je pense qu'on a besoin du nucléaire. Mais en tout cas, il faut ce débat aujourd'hui. Vous ne connaissez pas, moi non plus d'ailleurs, la position du PS sur ce sujet. Je ne suis pas pour les OGM, mais en tout cas, je suis contre l'obscurantisme. Et parce que je suis le maire d'Evry qui accueille le Génopôle et notamment tous les biotech qui travaillent sur ces questions-là, je
pense qu'on peut avoir un discours intelligent, avec évidemment un principe de précaution, mais que la recherche a besoin d'expérimenter le plus en avant possible. Bref, sur toutes ces questions-là, je pense que les socialistes doivent trancher. Ensuite, les questions de personnes devront se résoudre. Il y a un trou noir de leadership. Et les choses sont simples, vous savez, aujourd'hui, personne ne se détache. Personne ne sait qui va être le candidat à l'élection présidentielle la prochaine fois. Et ça crée une angoisse terrible. D'abord pour ceux qui pensent qu'ils peuvent être candidats un jour, mais aussi, j'aime bien la provocation, mais aussi vis-à-vis des gens, parce que les citoyens sont comme tout le monde, ils se posent un peu les questions comme vous l'avez fait il y a un instant. Ils se disent, mais face à Nicolas Sarkozy, qui peut représenter une alternative? Il y a eu Mitterrand, il y a eu Jospin, là il n'y a plus grand monde, quoi. Il y a eu Ségolène Royal, mais on sent qu'il y a un petit problème de crédibilité, de stabilité, elle n'est pas premier secrétaire du PS, Martine Aubry elle est sympathique, mais est-ce qu'elle peut faire l'affaire? Donc il y a Bertrand Lanoë, bref, donc tout le monde, on aimerait bien des jeunes, mais lesquels? Bon, donc, non mais vous avez une angoisse de leadership, et c'est important. Et le problème des primaires, d'ailleurs, ne le réglera pas. La gauche italienne a exactement le même problème. Ils avaient à la tête un type formidable qui était le maire de Rome. Il faut se méfier d'ailleurs de ceux qui sont maires des grandes villes et qui candidatent ensuite à la présidence, etc. Mais qui, à la tête du parti, était incapable de choisir. Donc on a besoin de choix. On a besoin de leaders. Si Obama a gagné, c'est parce que sans doute les gens en avaient marre de Bush et on peut les comprendre, mais parce qu'il a incarné un espoir, un leadership. Si Blair s'est maintenu pendant des années au pouvoir, malgré les erreurs, notamment l'engagement de la Grande-Bretagne dans l'affaire irakienne, c'est parce que c'était un leader. C'est pareil pour Zapatero, c'est pareil pour Mitterrand ou Nicolas Sarkozy. Il a été le leader, c'est son principal atout encore. Il exerce un leadership sur son camp et pour son pays. Donc il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. Le reste, le problème de dames. Donc les amis de Ségolène Royal ont décidé de rentrer à la direction du PS. Il fallait tourner la page de ce congrès. Est-ce que les arrière-pensées, les ambitions des uns et des autres sont restées au vestiaire? Évidemment, non. Mais ça, c'est la vie politique. C'est pareil dans tous les partis. Et si le PS ne change pas, vous avez M. Ferrino, c'est une tristesse abominable. Vous avez une direction du PS à 80 personnes, ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. La question de la méthode et de l'organisation, vous étudiez ça ici. La question de la méthode et de l'organisation, pour une entreprise, c'est essentiel, pour un service public aussi, pour un parti politique également. C'était d'ailleurs la grande force de Nicolas Sarkozy dans la période précédente. Je peux comprendre que Xavier Bertrand travaille sur ces questions-là. Regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays. Nous devrions, nous aussi, faire attention. Alors vous avez tranché personnellement. La semaine dernière, vous déclariez « Je ne suis pas royaliste ». Je suis républicain. Alors est-ce qu'on peut se demander si la chaise gardée de Madame Ségolène Royal souhaiterait voler de ses propres ailes, ou bien c'est une manière de vous venger de ne pas avoir été parmi la dizaine d'élus des Ségolèniens pour le Conseil national du PS? Et vous me croyez aussi mesquin? Non, je n'ai pas souhaité être membre de la direction du parti. Je ne suis pas sûr que Martine Aubry rêvait de me voir tous les mardis matins à ses côtés. Enfin, elle me voit parce qu'elle participe aux réunions du groupe socialiste quand on est secrétaire, et donc j'y suis assidu, je me mets au premier rang face à elle pour qu'elle me voie. Mais mais j'ai déjà été plusieurs fois membre de la direction du PS, et je pense qu'il faut être utile. Puis bon, je suis maire, président d'une agglomération, député, j'écris des bouquins, je participe au Mardi de l'ESSEC. Non mais j'ai de quoi. Non mais j'ai de quoi m'occuper. J'ai pas besoin d'être à la direction du Parti socialiste. Si c'est pour être utile, oui, mais pas pour avoir un poste. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je ne suis pas. J'étais plus comme ça, hein, même si je suis très 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 jeune et que je fais très jeune. J'ai quand même. Pour vous, je suis quand même fini. Pour vous, en tout cas, j'ai 47 ans, donc c'est le début de la fin. Et il y en aura d'autres plus jeunes. Mais pour être sérieux, j'ai été très engagé avec deux hommes d'État pour qui je garde beaucoup d'admiration et beaucoup d'estime. Et en plus, il y avait une continuité pour moi. Rocard et Jospin. Alors, s'ils n'ont pas été élus président de la République, c'est pas à cause de moi et c'est pas à cause de mon engagement à leur côté. C'est ainsi, c'est la vie politique. Ce qui montre qu'elle est difficile en France. Vous avez les hommes d'État, Barre, Balladur, Rocard, Jospin, qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, qui n'ont pas pu.
Voilà, c'est comme ça, parce que pour être candidat à la présidence de la République, il faut autre chose. Il ne faut pas être forcément plus compétent, mais il faut autre chose. Il faut une envie, il faut une force, il faut un appétit, il faut un goût du sacrifice que Mitterrand, Chirac ou Sarkozy ont eu, et à l'évidence, pas les 4 que je viens de vous citer. Mais j'ai travaillé avec eux, j'étais leur collaborateur. Je me suis totalement imprégné de ce qu'ils étaient. Et puis, il y a un moment, avec la rupture de 2002, qui a été une brûlure pour moi, parce que j'avais déjà assisté à la fin du parcours politique de Michel Rocard en 1994, au moment d'un très mauvais score de sa liste aux européennes. Pour moi, c'était un déchirement, parce que c'était 17 ans d'engagement à ses côtés. J'ai vécu de plus loin la même chose avec Lionel Jospin en 2002, parce que je n'étais pas dans son staff de campagne, et j'avais été son collaborateur pendant 4 ans à Matignon. J'ai vécu des moments très intéressants, extraordinaires sur le plan politique, professionnel et personnel, en étant son conseiller, son porte-parole, en voyageant beaucoup avec lui, en apprenant beaucoup. Mais il y a quelque chose qui se cassait de nouveau. Donc j'ai décidé non pas de voler de mes propres ailes, mais de me dire, je suis député, je suis maire, j'ai acquis une expérience, j'ai envie de dire des choses, et je ne veux pas être attaché à quelqu'un au nom d'un staff et d'une équipe présidentielle. J'ai soutenu Ségolène Royal dans le combat au sein du Parti Socialiste, parce qu'à l'évidence, à un moment, s'est imposé l'idée qu'elle pouvait, elle, porter la rénovation du PS. Nous n'avons pas réussi ce que je souhaitais en 2007, que la nouvelle génération se regroupe et porte une candidature. Et j'avais dit que moi, je ne faisais pas, pour ce qui me concerne, une affaire personnelle, et si on pouvait soutenir Moscovici, Payon, d'autres, peu importe. Mais il fallait imposer une personnalité de la nouvelle génération. Ça n'a pas été possible, ça a été notre faute. Donc on se retrouve dans une situation royale ou aubriste. Ben, c'est ainsi, c'est la vie politique. Mais je ne suis pas royaliste, je ne suis pas aubriste, je ne veux pas m'attacher ainsi à un parcours personnel tant que je ne sais pas quelles sont les idées des uns et des autres. Et par exemple, je n'étais pas d'accord, merci de me poser la question, avec l'escapade de Ségolène Royal en Guadeloupe, la manière dont les choses se sont passées. Et voilà. On a fait les questions ensemble. Non, c'est pas vrai. Alors justement, on va passer au traditionnel jeu des mardis de l'ESSEC, donc le que oui, que non. Vous ne pouvez donc répondre que par oui ou par non, et vous avez un seul joker. Voilà. Première question, iriez-vous chez le coiffeur de François Hollande? Non. Apparemment, il a pris un produit terrible il y a quelques années. Vous avez vu le résultat. Benoît Hamon, porte-parole du PS, vous êtes jaloux? Non. Il y a un détecteur de mensonges. Benoît en veut à Martine de l'avoir élue l'idole des femmes. Voulez-vous du titre? Je pense que Martine Aubry n'a pas été... non, et elle n'a pas été... son expression n'a pas été très appropriée. Je crois que Benoît a été très vexé. Et c'est un beau garçon, quand même. Ségolène Paris Match, je t'aime moi non plus? Et, je ne sais pas quelle est la conséquence de ma réponse, oui ou non. Faut arrêter avec ça. Pas avec votre question, avec Paris Match. Joker alors, c'est tout. Hein. Vous l'utilisez? Joker, allez. D'accord. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible ou credo ségolénien? J'ai une vieille éducation catholique, je m'intéresse beaucoup à ces questions et je veux rester au texte des évangiles. Je crois que c'est ça qui restera plutôt dans l'histoire de l'humanité. Barack Obama m'a tout piqué. Humour ou inconscience? Les deux. Non. Bah oui. Dans un dernier sondage, les Français ont déclaré que lors d'un premier tour d'une élection présidentielle, ils voteraient de nouveau pour Nicolas Sarkozy, Martine Aubry et Ségolène Royal ne venant respectivement qu'en 3e et 4e position. Alors vous virez à droite? Non. Vincent Payon, un serpent qui n'aimait pas le sud-est. C'est un copain? Non. La désignation des candidats aux européennes, c'est le mardi. Vous arrivez à suivre, vous, parce que c'est quand même très, très, très fin. Enfin, vraiment, vous allez chercher dans l'actualité récente. La désignation des candidats aux européennes, c'est le martinet pour les royalistes? Ah, pas du tout, non. On a notre quota comme l'autre.
Martine Aubry qui se déclare prête à travailler avec les royalistes. Vous y croyez, vous? Bien sûr. Ségolène Royal en Guadeloupe. Parienté au soleil, action ou récupération politique? Un peu de récupération. Je vous cite. Ce n'est pas d'une actualité immédiate, j'ai du temps devant moi, mais bien sûr que cette option existe dans ma tête parce que j'aime mon pays. Alors 2012, vous aussi vous y pensez en vous rasant le matin? Non, mais il faudra développer, non? Ou j'en reste si c'est... Développer pour la dernière. Non, mais ce pays est fou, parce que comme si tout passait, je le disais tout à l'heure, par la candidature à l'élection présidentielle. Mais ce que j'ai voulu tout simplement dire, et je le redis encore aujourd'hui, c'est qu'évidemment beaucoup dépend du débat d'idées, mais je continue de penser que le besoin de renouvellement de la vie politique française existe, et qu'il n'y a pas de raison qu'en 2012, le candidat de la gauche et du PS ne soit pas l'un de ceux qui sont issus de cette nouvelle génération que j'appelle de mes voeux. Et donc, il n'y a pas de raison d'y croire. Après, c'est un tel chemin difficile, c'est un tel chemin de croix, pour rester dans la comparaison religieuse, que on verra qui peut sortir de cela. Mais je continue de penser que ce serait une nécessité pour la gauche et tout simplement pour ce pays. Et puis quand on est ambitieux pour son camp politique et d'abord pour son pays, qu'on l'aime, qu'on pense que la France est un pays formidable et qui a besoin de s'adapter et de réformes, qui a besoin de plus de justice car il y a des inégalités qui sont insupportables, eh bien on a envie de s'engager et de concourir à toutes les élections, à toutes les responsabilités, en tout cas d'être utile à son pays. Donc il n'y a pas de raison de s'interdire, mais à condition de ne pas y penser tous les matins. Manuel Valls, nous vous remercions. Merci à vous. Nous allons passer aux questions du public. Ah, c'est là où ça va se gâter. Je le sens. Ah, vous partez, vous. Vous êtes vraiment désagréable, hein? Ah. Bonsoir Manuel Valls, je m'appelle Antoine Fabry, je suis militant au PS depuis quelques temps. J'ai vu dans une interview que vous aviez donnée aux Parisiens que vous disiez justement de Ségolène Royal que sa place était à part. Alors, que vouliez-vous dire par là? Est-ce que c'était une manière de s'en démarquer un petit peu comme j'ai cru l'apercevoir pendant ce débat? Ou est-ce que vous la placiez toujours sur un piédestal et donc en dehors des querelles du Parti Socialiste? Non, la question venait, est-ce que Ségolène Royal doit être membre de la direction du Parti Socialiste? Et forcément, mais j'ai pas utilisé uniquement, j'ai pas été le seul à utiliser cette expression qui de dire Ségolène Royal ne peut pas être dans la direction, elle était candidate à l'élection présidentielle, a priori elle y pense aussi pour la suite, et donc c'est difficile de l'enfermer dans la direction du Parti Socialiste. Je pourrais cependant rajouter qu'on doit être le seul pays où il y a un statut à part, je me contredis, pour les anciens candidats à l'élection présidentielle. Mais c'est dû à la puissance, à la dramaturgie de cette élection. Mais à l'évidence, c'était une question, je répondais vraiment au premier degré, sa place n'était pas dans cette direction du Parti Socialiste, même s'il faut qu'elle garde avec certains élus politiques un lien évidemment très étroit. Moi j'ai jamais été de ceux qui ont utilisé des mots blessants à l'égard de Ségolène Royal, parce qu'elle a eu vraiment des intuitions, notamment en 2006-2007, qui étaient utiles pour la gauche, sur le travail, sur les 35 heures, donc sur l'autorité, donc sur la sécurité, sur la question de la famille. Elle faisait bouger des tabous à un moment où le Parti Socialiste était incapable de trancher sur ces questions, qui encore une fois, travail, autorité, était, j'en suis convaincu, au cœur des défaites de 2002 et de 2007. Mais elle a été la victime de l'absence de travail du Parti Socialiste, qui la concernait elle et qui nous concernait nous tous. Et en même temps, j'ai toujours dit qu'un autre candidat n'aurait peut-être pas fait mieux qu'elle, et peut-être même aurait été éliminé dès le premier tour, parce qu'elle a été protégée par le bouclier de la rénovation qui était le sien. Et avec la formidable mobilisation populaire qu'il y a eu autour des principaux candidats à l'élection présidentielle, j'y mets aussi François Bayrou, en tout cas pour Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, l'intérêt des Français pour cette élection présidentielle de 2007, inscription massive sur les listes électorales, intérêt pendant la campagne, suivi du débat entre les deux tours, beaucoup de monde dans toutes les réunions publiques, participation massive évidemment au premier comme au deuxième tour. Ensuite on est retombé déjà dans une crise politique pour révéler notamment par l'abstention à l'occasion des élections municipales, mais il y avait un intérêt.
Et royales comme Sarkozy ont décuplé sans aucun doute cet intérêt. Alors parfois pour de bonnes raisons, pas politiques, de propositions, parfois aussi parce qu'il y a cette pipolisation autour de ces deux personnalités qui exacerbent aussi par leur attitude. C'est ainsi, mais il y a d'une certaine manière une forme de ressemblance entre les deux personnalités. Et je pense que Ségolène Royal peut être toujours très utile au débat politique. Et moi je ne suis pas une croix sur Ségolène Royal, je pense qu'elle fait partie de ceux et celles qui vont évidemment compter dans les années qui viennent. Mais je suis convaincu, et c'est ce que j'ai voulu dire aussi il y a quelques jours, qu'elle a besoin de se poser, qu'elle a besoin de réfléchir. Parfois on est un peu injuste avec elle. Elle a sorti un papier sur son site sur la situation à Gaza il y a quelques semaines, peu de commentaires, sorti un papier plutôt de bonne facture sur la question de l'Alliance Atlantique, l'entrée de la France dans le commandement intégré, on en a un peu parlé, et on parle, elle est la seule responsable politique française s'est rendue par elle-même à Washington. Qu'est-ce qu'on a retenu, la petite phrase à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Son livre d'entretien qui est très tourné vers elle-même, trop, partie aussi de sa personnalité, mais il y a des choses intéressantes. Évidemment, c'est la phrase sympathique sur Martine Aubry qui ressort. Il faut qu'elle réfléchisse aussi à cela, pourquoi elle provoque ça également. Mais en tout cas, c'est une personnalité originale, intéressante, et qui va compter dans cette crise de leadership que j'évoquais encore plus. Mais attention, la question ne va pas seulement se jouer sur des problématiques de comportement. Je suis convaincu, peut-être que je me trompe, jouer aussi sur cette crédibilité, sur les idées, sur les propositions concrètes que vont attendre les Français, qui attendent beaucoup de la gauche. Parce que ce pays a besoin de la gauche, surtout dans la crise que nous connaissons. Voilà, mais pour moi, il n'y a pas plus de prise de distance. J'ai écrit un livre l'année dernière, je vous le disais, où j'étais sévère pour les uns et pour les autres. En même temps, je me permettais, je suis un peu prétentieux de dire les choses ainsi, mais où je disais, voilà, Ségolène Royal, c'était un one-shot, elle a porté la rénovation du PS, elle aurait pu gagner l'élection présidentielle, tout prendre, ça n'a pas été le cas. Pour de nouveau demain conquérir la confiance des militants socialistes, il faut qu'elle travaille beaucoup, comme nous tous. Bon, donc le boulot reste encore à faire. Mais je l'estime, et en même temps, ça ne m'empêche pas d'être lucide. Et cette lucidité, elle est indispensable dans le débat. Regardez, l'une des raisons pour lesquelles le président de la République est en difficulté, c'est que j'ai l'impression qu'il n'écoute pas beaucoup, y compris son entourage immédiat. C'est important. Sinon, la tour d'ivoire guette tous les leaders politiques, surtout quand ils sont un peu seuls et sur des trajectoires très solitaires, dans un rapport très direct avec l'opinion, mais parfois ça vous amène à ne pas être très lucide. Ça peut nous arriver à tous. Bonsoir Monsieur le député, merci de cet entretien que nous venons d'avoir avec vous. Je voulais seulement vous poser cette question. Vous êtes en train de dire qu'il faut que tout le monde se serre la ceinture, qu'on fasse très attention. Je suis étonné qu'aucun politique n'ait eu l'idée de diminuer un peu son salaire. Aucun politique son propre salaire. Compte tenu des salaires que vous avez, quand on voit comment les gens vivent, on est quand même un petit peu surpris que vous demandiez à tout le monde de faire des efforts sans en faire vous-même. Oui, on n'est pas loin de la démagogie là. Parce que ça serait. Mais on n'est pas loin de la démagogie, mais on est dans le symbole. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des bonus des chefs d'entreprise. Quand un pays est en grande difficulté, on peut tout à fait concevoir que l'ensemble de ses responsables font un effort. Donc, à titre personnel, ça ne me poserait pas de problème, comme on vous dit, de serrer la ceinture et de diminuer nos indemnités, qui sont conséquentes et qui sont en même temps normales, qui sont au niveau de ce qui existe dans les autres pays. Vous savez, un député touche 5 000 € par mois. Ça n'est pas... Non, mais je vous dis, en plus, en général, c'est la deuxième question. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais c'est de l'ordre du symbole. Et donc, il faut faire attention, parce que ça serait faire croire, c'est pas ce que vous avez voulu dire, madame, mais faire croire que c'est ce type de mesure qui permettrait de résoudre le problème, ça serait, ce que je disais tout à l'heure, y compris par rapport au bonus, ça serait relativement faux. L'affaire des bonus étant différente, parce que c'est la question de la répartition de la richesse au sein de l'entreprise, entre les bonus, l'investissement et les salaires des salariés, des ouvriers, des cadres d'une entreprise, des employés. Donc, je vous réponds franchement, je ne suis pas pour ce type de mesure, parce que je pense qu'elle est démagogique et elle risquerait en plus d'attiser le sentiment contre les élus. Ça voudrait dire, il y a un problème du côté des élus, il faut qu'ils diminuent leur salaire, donc ça veut dire que c'est leur responsabilité. Donc, je ne m'engagerai pas sur cette voie.
étudiant ici à l'ESSEC. En fait, je suis content de passer après cette question, parce que je voulais vous demander si en ces temps de crise, vous ne pensez pas qu'une certaine frange du PS pourrait être tentée par une certaine forme de populisme ou de démagogie, voire une certaine course derrière Olivier Besancenot? C'est une... Enfin, alors disons-le autrement, il y a un risque d'une manière générale de populisme et de chercher des boucs émissaires, parfois à juste titre, hein, quand on accuse les grands patrons. Mais, bon, par exemple, il faut faire attention. Alors, pardon, mais j'étais... Pardon, parce que vous allez croire que je m'acharne, alors c'était pas le cas. Mais j'ai dit à Ségolène Royal l'autre jour que je n'étais pas d'accord quand elle disait, ça renvoie un peu à votre remarque, madame, que les ministres qui s'occupent, parlant de la Guadeloupe, étaient payés grassement. C'est vrai que les évoluements sont importants. Oui, mais, encore une fois, je dis, attention, je comprends, hein, il y a une faillite des élites, hein, de ceux qui décident. Pas uniquement au niveau de la France. Donc, forcément, on leur demande des comptes. Et c'est justifié. Alors, les politiques, eux, on leur demande des comptes, mais il y a des élections. Ce qui n'est pas le cas pour les banquiers ou les chefs d'entreprise. Et ceux qui décident au plus haut niveau. Mais je me méfie de toutes les tendances qui peuvent amener au populisme. Et je comprends à travers votre question, vous avez raison, nous devons, nous, à gauche, faire très attention à ce qui serait de la démagogie. Parce que nous épouserions un mouvement, au fond, qui consiste à dire le gouvernement fait fausse route, ce qui est en partie vrai, il faut totalement tout changer, il faut augmenter les salaires, il faut creuser les déficits, il n'y a qu'à Faucon, et gagner, y compris les élections, sur ce discours-là, et demain se retrouver, si nous arrivons au pouvoir, dans de grandes difficultés. La question que je me pose à chaque fois qu'on propose quelque chose, c'est de dire, nous, aujourd'hui au pouvoir, que ferions-nous? Nous serions confrontés à un problème majeur. C'est tellement vrai que, parfois, comme nous gagnons les élections intermédiaires, chez les socialistes, pas tous, hein, mais il y a l'idée, au fond, écoutez, il vaut mieux gérer les collectivités territoriales. C'est quand même plus sympathique, ce qui est vrai. On gère au quotidien, on voit les choses se transformer sous nos yeux, alors que le pouvoir national est si compliqué dans un monde, dans une économie aussi ouverte, avec la globalisation économique, des moyens de communication. Aujourd'hui, agir au niveau d'un pays, c'est extrêmement compliqué. Laissons ça à d'autres. Et d'ailleurs, ce hiatus, au fond, peut s'imposer aux Français. Aux élections locales, ils votent à gauche. Aux élections nationales, ils votent pour la droite. Comme ça, il y a une forme de partage du pouvoir, une fausse cohabitation. Donc, attention à la redistribution de richesses. Quelle justice sociale pour notre pays? Quelle assurance maladie? Quel système de retraite pour demain qui soit le plus équitable, le plus juste possible? Il y a de la place pour un discours de gauche moderne, inventif, crédible, qui en même temps s'attache aussi à retrouver une audience, à être entendu par les couches les plus populaires de ce pays, pour laquelle j'ai souvent parlé d'école, d'immigration, de sécurité, sur des questions que je ressens évidemment au quotidien comme maire d'Évry. Je suis très inquiet de la situation des quartiers qui étaient en difficulté et qui le sont évidemment de plus en plus. Mais je dis attention, ne nous laissons pas emballer dans une course à la démagogie, à celui qui tient le discours le plus à gauche, parce que nous risquons de le payer très cher, soit dès l'élection présidentielle, soit demain quand nous serons au pouvoir. Et ce risque existe. J'ai quand même le sentiment que le réflexe, la culture du gouvernement, la plupart des responsables du PS veulent éviter cela, mais c'est un risque, et c'est pas un risque d'ailleurs absurde. La population aussi, nos électeurs, nous poussent également à tenir un discours parfois dur, même s'il y a aussi beaucoup de lucidité chez nos concitoyens. Je suis très attaché notamment à écouter, à maintenir un dialogue avec les syndicats, la CGT, la CFDT notamment, la CGT évoluant beaucoup, beaucoup plus de ce qu'on croit ces dernières années, la CFDT aussi, qui le paye parfois d'ailleurs aux élections professionnelles, parce que je fais partie de ceux qui sont partisans que le pacte social que nous pourrions bâtir si nous arrivons au pouvoir, il faut le préparer avant. Et que certes, s'il faut légiférer, il faut quand même redonner beaucoup plus de place au contrat. Un des grands reproches qui était fait à la gauche au moment de l'élaboration des 35 heures, même s'il y a eu beaucoup de négociations dans les entreprises et que ça a approfondi le dialogue social dans les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, pas suffisamment évidemment dans les petites entreprises, on nous a beaucoup fait le reproche de ne pas avoir maintenu, de ne pas avoir créé les conditions d'un vrai dialogue social approfondi, d'un pacte social qui ne passe pas à chaque fois par la loi. Donc, y compris dans l'opposition, il
faut dialoguer, il faut se comporter dans l'opposition comme si nous étions au pouvoir. Bonsoir Monsieur Valls. Je suis étudiant à l'ESSEC et déjà je voulais vous remercier pour votre franc-parler durant l'interview. Moi j'avais une question à propos du RSA. Votre groupe s'est abstenu, alors que pour moi c'était une mesure de gauche. Je voulais savoir si vous aviez voté pour, et sinon pourquoi. Non, je me suis abstenu. J'ai invité Martin Hirsch, que je connais bien, à venir débattre de ces questions à Évry, avec le président du Conseil général socialiste de l'Essonne, Michel Gasson. Et la salle était pleine, parce que je voulais qu'il y ait un vrai débat qui s'organise. Et donc sur les finalités du RSA, il n'y avait pas d'ambiguïté. D'ailleurs, les socialistes l'ont dit à la tribune de l'Assemblée nationale, nous étions favorables. Mais nous étions pour une contribution de tous les revenus. Et nous étions donc, à l'évidence, opposés là. Et Martin Hirsch était d'accord avec nous. Mais la majorité ne voulait pas revenir, parce que ça l'obligeait à cela, à revenir sur le bouclier fiscal pour que tous les revenus soient mis à contribution pour financer le RSA. Et le bouclier fiscal mis en place en 2007 l'empêchait. C'est la raison pour laquelle, à cause de cette problématique de financement, nous avons décidé de nous abstenir. On aurait pu voter pour, expliquer que nous critiquions le mode de financement, mais comme les présidents de conseils généraux étaient très engagés dans cette affaire-là, nous avons fait le choix de l'abstention, qui est un choix parfois que nous faisons, faute d'avoir une position forte entre nous, mais honnêtement je crois que sur cette question-là, cela se justifiait. Bonsoir Monsieur le député, Emmanuel Fermont, étudiant en première année à l'ESSEC. Vous nous avez fait le plaisir de venir vous adresser à des futurs cadres et à des futurs entrepreneurs. Vous parliez tout à l'heure d'approfondir les relations avec l'entreprise. Comment pensez-vous donc que le PS concrètement peut rénover ses relations avec l'entreprise dans une volonté de dialogue et une plus grande efficacité? Ça, c'est un vaste débat. Mais je vous le disais tout à l'heure, je pense que d'abord, les socialistes dans leur discours, pas d'ailleurs dans leur pratique, parce que quand ils ont été au pouvoir, on leur fait parfois le reproche, ou quand ils gèrent des collectivités territoriales, ils sont dans un rapport très étroit avec le tissu économique de ce pays. Et moi, je le vois pas tous les jours, enfin, régulièrement, des chefs d'entreprise, je dialogue la Chambre de commerce et d'industrie, avec le MEDEF, avec les partenaires sociaux. Nous savons ce que... c'est une évidence, pardon d'enfoncer une porte ouverte, je pense que dans un autre pays, on n'en serait même pas là. C'est l'entreprise qui crée la richesse, c'est dans l'entreprise que le dialogue social devrait s'instaurer. C'est pas évident d'ailleurs, notamment dans les toutes petites boîtes, c'est là où il y a peu de représentativité, voire pas du tout syndicale, peu de délégués du personnel, peu de dialogue social, peu de protection pour les salariés. Je suis convaincu, mais c'est une parenthèse, que plus il y a un niveau important de dialogue social, eh bien mieux l'économie se porte. C'est l'exemple notamment des démocraties d'Europe du Nord ou même de l'Allemagne, qui est des éléments de sa capacité à résister, en tout cas au moins provisoirement, à la crise que nous connaissons, malgré les difficultés de ce pays, mais qui s'en sort aussi grâce aux réformes qui ont été menées par les sociodémocrates et par Gerhard Schröder, qui ont été des réformes extrêmement dures, et très impopulaires, et parfois même, je rajoute, injustes, mais qui permettent aujourd'hui, c'est Angela Merkel et sa coalition qui en bénéficient, qui leur permet encore une fois de résister un peu mieux. Mais pour mieux répondre à votre question, je suis convaincu que la gauche française, les socialistes, devraient faire du discours sur l'entreprise créateur de richesse, créatrice de richesse, porteur d'un dialogue social important et innovant, devraient faire un discours central et devraient expliquer que eux aussi, que le Parti socialiste doit être le parti, qui doit être le parti de l'entreprise, des entrepreneurs, des salariés, la création de la richesse, de la revitalisation de notre tissu économique, de l'investissement sur l'avenir, c'est vrai pour l'innovation, la recherche, l'écologie, l'environnement, les nouvelles technologies, et c'est autour de cela qu'on doit articuler un discours. Je suis convaincu que si demain nous sommes capables de faire la démonstration, nous sommes aussi le parti des entreprises, des cadres, des chefs d'entreprise, notamment des petits chefs d'entreprise, je vois avec notamment tout le secteur de biotech, souvent des jeunes entrepreneurs, souvent d'anciens chercheurs, il y a là un pacte
politique, économique et sociale à passer qui nous donnera un avantage déterminant pour la suite. C'est en cela que je suis blairiste, mais la comparaison est absurde parce que nos deux pays sont très différents, mais c'est ce que Blair, avec Anthony Giddens, avait réussi à faire dans les années 90. Ensuite, il s'est trompé, puis la comparaison est évidemment limitée à un moment entre nos deux pays. Puis l'Angleterre a profondément changé dans les années 70 et 80, ça n'a rien à voir avec notre pays. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est autour de l'entreprise qu'on doit articuler notre discours économique et social. Ça, j'en suis convaincu. Bonsoir, je suis étudiant à l'université de Cergy-Pontoise. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez, vous avez évoqué tout à l'heure la pipolisation de la politique avec Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. J'aurais voulu savoir en fait ce que vous pensez de cette nouvelle manière de faire de la politique qui est à la fois un peu à l'américaine et qui a ramené les gens aux urnes, ou alors en fait c'est plutôt elle est pas loin de la préoccupation des Français en fait. Bon, les gens se sont toujours intéressés à ce qui se passait derrière les murs, hein, dans les alcôves des politiques, c'est pas nouveau. Mais la crise des grandes idéologies, la crise des idées, nous sommes dans un pays qui manie le paradoxe, qui rejette les politiques, qui est en même un pays très politisé, enfin dans le sens où il croit beaucoup au rôle du politique. Le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est tout est possible. Enfin, hein, non, c'était. Hein, et en plus ensemble. Mais c'est l'idée que le politique peut tout. Et ce pays reste fasciné par le politique. Je le vois comme maire, député un peu moins. Mais c'est un rejet du parlementarisme, vieux fond bonapartiste. Mais le maire, le citoyen, il pense évidemment qu'il peut lui obtenir un logement, un boulot, lui faire sauter le PV, mais dans un rapport presque charnel et je dis pas absurde, mais qui va au-delà de ce que peut faire un élu. Et donc, mais il y a une crise, et dont d'ailleurs l'un des symptômes, sauf en 2007, et encore Nicolas Sarkozy, je le rappelais, s'est fait élire sur un discours de rupture, dans un pays qui a été marqué par l'alternance à répétition. Il disait que la gauche n'avait pas réussi à gouverner dans la durée, mais depuis 1980, la droite avait connu, ou a connu, en tout cas jusqu'en 2007, exactement le même problème. Chaque élection nationale, présidentielle ou législative, était marquée par le rejet de la majorité sortante. Et si Mitterrand a été réélu en 88 et Jacques Chirac en 2002, c'était après une période de plus ou moins longue de cohabitation. Donc il y a des symptômes d'une crise. Et quand vous avez une crise des idées, de la gouvernance, de la crédibilité, eh bien, comme dans d'autres pays, la pipolisation, la personnalisation, avec en plus les moyens de communication, qui jouent aussi un rôle là-dedans. Ça fait vendre. Nous n'avions pas une couverture de Paris Match avec Ségolène Royal, avec Monsieur Intel à Marbella, se vend plus qu'une couverture de notre débat ce soir. Donc c'est ainsi. Mais moi je reste optimiste, je reste convaincu, et l'exemple américain est là pour le démontrer, que les idées, le leadership, l'espoir que peut provoquer un discours, un leader, des idées, s'imposent finalement par rapport à ça qui n'est que l'écume des choses. Ceux qui pensent pouvoir faire carrière uniquement en mettant en avant leur personne, leur famille ou leurs problématiques personnelles, à mon avis, se trompent. On peut être populaire au sens où on peut être très connu et on peut être intéressant pour les gens, mais c'est pas là-dessus qu'il choisit. J'ai été frappé par une phrase de Nicolas Sarkozy qui était rapportée en off par la presse où il disait « Mais je suis pas impopulaire, regardez !» C'est un discours qu'on a déjà entendu. Les gens s'intéressent encore à moi. Ils étaient 15 ou 17 millions à regarder les deux interventions télévisées, par tous les médias d'ailleurs un soir, que j'ai réalisées. Là, je crois qu'il se trompe. Là, il perd une partie de la lucidité qui a été sa force à un moment. Il y a une confusion entre l'intérêt qu'on peut susciter et l'approbation ou pas de son comportement ou de ses idées politiques. Et l'exemple américain, encore une fois, ce qui s'est passé autour d'Obama, cette grande démocratie que sont les États-Unis, me laisse penser qu'il faut rester, même si je comprends qu'il y a de l'intérêt personnel pour un responsable politique, mais il faut rester sur un mode de vie, un mode de comportement, privilégier le débat d'idées, la proposition,
plutôt que de succomber dans ce travers qui malheureusement, c'est vrai, s'impose, et pas uniquement que dans le domaine politique. Bonsoir monsieur le député, je suis également étudiant à l'ESSEC et vous avez énoncé plusieurs fois les mots lucidité, démagogie et vous avez après critiqué le bouclier fiscal. Et donc je voulais savoir si, justement d'une manière logique, on n'avait pas plutôt intérêt à baisser les impôts, entre guillemets, dans une certaine mesure, pour les riches, pour leur permettre de rester et de dépenser, investir en France, plutôt que d'en taxer un seul et laisser les autres partir en Suisse ou dans d'autres paradis fiscaux. Mais c'est bon, c'est un vieux débat sur le malthusianisme, notamment, politiques économiques. Je n'y crois pas. Alors, je ne suis pas sûr, par exemple, que l'impôt sur les grandes fortunes soit très efficace du point de vue économique. D'ailleurs, les socialistes espagnols l'ont supprimé. Mais en tout cas, le bouclier fiscal, avec l'idée que les gens ne vont pas partir, vont rester et vont investir dans leur pays, moi, j'y crois pas. Je ne pense pas que ça soit ça qui soit le fondement de notre économie. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont partis, est-ce qu'ils sont restés, est-ce qu'ils ont investi j'en suis pas convaincu. Alors autant je ne suis pas pour taxer de manière absurde, y compris ceux qui gagnent l'argent, qui produisent de la richesse. Je suis plus sévère sur tout ce qui est le patrimoine et la rente. Moi, je ne pense pas que c'était ça la priorité. La priorité reste une réforme fiscale profonde, et notamment la fiscalité locale, qui, elle, est lourde et qui elle, pèse sur les ménages, notamment sur les classes moyennes. Mais l'idée que cela a empêché des départs, je suis convaincu que ça n'est pas vrai, et ça provoque même l'effet contraire. C'est quelques grandes fortunes qui ont reçu des chèques relativement importants des services des impôts, avec toute la presse quotidienne régionale qui sortait les sommes, ça provoque plutôt l'effet contraire, le sentiment qu'il y a deux mondes et qu'il y a une césure entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont moins. Il faut faire attention dans ce vieux pays révolutionnaire à ce type de symbole. Mais en tout cas, je ne crois pas du tout à l'efficacité économique de ces mesures, qu'on soit très attentif à ne pas taxer l'innovation, l'entreprise, à ce qu'on réfléchisse à une rénovation, à une réforme de la taxe professionnelle, que ce soit plutôt la plus-value qui soit aujourd'hui taxée plutôt que l'investissement. Oui, je pense que là-dessus on peut très vite se mettre d'accord. Mais en tout cas, je ne crois pas à l'efficacité de la mesure. Bonsoir Monsieur le député, Étienne Boiseau-Cambon, élève en première année à l'ESSEC. En fin de semaine dernière, Vincent Peillon a déclaré sur Europe 1 que sa nomination comme tête de liste aux élections européennes dans la région sud-est était un crève-cœur et qu'il y allait contre son gré. Le lendemain, il a, pardonnez-moi l'expression, retourné sa veste en disant qu'il avait finalement choisi cette région. Je voulais savoir quel était votre sentiment sur ces déclarations. Merci. Il faudrait que vous invitiez Vincent Peillon, là, vous allez le faire. Enfin, il inviterait peut-être plus à Arlette Désir dans le cadre des élections européennes, enfin les différentes têtes de liste, Michel Barnier, etc. C'est pas moi qui va faire votre programme d'invité. Vous êtes assez grand pour le faire. Mais Vincent a parlé avec son cœur. Il a été 5 ans député de la Somme. Il a été élu aux élections européennes sur la grande région nord-ouest, celle de la Picardie, du Nord-Pas-de-Calais et de la Normandie, ou des deux Normandies. Et là, Martine Aubry n'a pas souhaité qu'il soit élu dans ce secteur-là, parce qu'elle avait 2 ou 3 autres candidats hommes, c'est la parité, à mettre sur cette liste. Et donc, il a fallu trouver une solution pour Vincent Peillon, et il a pris la tête de liste de la grande région sud-est, qui doit représenter près de 10 millions de personnes. Voilà, et donc il l'a dit avec ses mots. C'est pas forcément très habile, je reconnais, ni pour les Picards, ni pour les gens du sud-est. Et du coup, à cause de ces phrases, je déjeunais avec lui tout à l'heure, il ne cesse de donner interview hier à la Provence. Ce soir, il était à Lyon sur le journal de France 3 Région Rhône-Alpes, et avec Le Progrès, le grand journal lyonnais. Demain, il est de nouveau à Marseille. Du coup, il voyage et il va essayer de convaincre de son attachement. Bon, et je le dis en passant, ce système... D'abord, ce qui montre bien les limites du système proportionnel. Ce système des grandes régions pour les élections européennes, qui
qui a été inventé et même proposé par la gauche à un moment, qui consistait à faire croire qu'on rapprochait l'électeur du citoyen au lieu d'être élu sur une liste nationale, on voit bien que c'est une mascarade et que les partis politiques en profitent pour organiser ce qu'on a appelé le tourisme électoral. Mais je vois bien la nature de votre question, et je veux être sincère, ça veut bien dire qu'il faut qu'on soit très attentif, notamment quand on se dit soi-même rénovateur, aux pratiques, aux méthodes d'un parti. Alors, moi j'ai fait du tourisme électoral, hein. Je suis franc. J'ai été 12 ans habitant à Argenteuil, élu conseiller municipal à Argenteuil, conseiller régional du Val d'Oise, et à un moment, Lionel Jospin et François Hollande ont considéré que je ne pouvais plus me retrouver face à Robert Hue. Et donc, j'ai été, entre guillemets, parachuté dans un autre territoire, où l'accueil a été difficile au début, je me suis progressivement imposé, et les électeurs m'ont élu maire et député, et réélu ces 2 dernières années. Bon, parfois, la vie politique est ainsi, elle est compliquée, elle est difficile, hein, quand vous voyez le parcours de tous les grands hommes politiques, ou des moins grands, ça arrive très très souvent. Mais il n'y a rien de mieux qu'un ancrage direct avec un territoire, avec des électeurs, parce que l'élection proportionnelle, notamment au Parlement européen, même si dans le monde aujourd'hui ça peut être utile, intéressant, vous créez une distance avec les préoccupations, les difficultés, les aspirations de ce peuple. Donc il faut y faire attention. Donc à Vincent de faire attention à ce type de propos et aux pratiques qui peuvent en découler. Mais bon, un peu injuste parce qu'il s'est retrouvé un peu forcé à devoir partir de la région Picardie, et en même temps où il est très soutenu dans la région où il vient d'atterrir. Bonjour, Marc Fagnan, donc ESSEC 2008. D'ailleurs, je vous remercie d'être présent. Ici, vous avez toujours une lucidité dans... Bien forcé, hein, on m'a amené de force. Vous avez toujours une lucidité dans vos propos qui fait plaisir à entendre pour un homme politique. Donc j'ai lu votre livre plusieurs fois. Et ça m'a réconcilié avec le socialiste. C'est pour ça, après la confiture, que j'ai choisi de devenir socialiste pour un peu changer. Et donc, par rapport à cette lucidité, donc c'est important d'avoir un diagnostic, mais après, derrière un diagnostic, il faut avancer, comme dans une entreprise, il faut avoir un débat d'idées constructif, avoir un projet pour prendre le pouvoir. Parce que le but ultime n'est pas de prendre le pouvoir, est de prendre le pouvoir pour pouvoir changer justement la France. Et donc moi, je souhaitais vous poser la question, quel est votre projet de gauche au travers de 3 questions, le découpage électoral, l'Europe et puis bon, le projet vraiment de gauche de la France. C'est assez global comme question. En fait, et puis c'est surtout 3 sujets différents. Merci d'abord pour... ne lisez pas, enfin, continuez à le lire, hein, et puis surtout convertissez autour de vous. Le découpage électoral, vous savez, dire franchement les choses, la gauche a été au pouvoir, le recensement l'obligeait à faire le découpage électoral, Lionel Jospin s'y refusait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre que d'autres fassent le découpage électoral. Et comme en plus le secrétaire d'État qui fait ça, elle-même, comme conseiller de Charles Pasqua, qui avait fait le découpage de 88, on peut le payer chèrement. Je ne crois pas. Très honnêtement, le découpage qui va être mené ne va pas changer grand-chose. Sinon que le découpage Pasqua, dans un moment où il y a une poussée de droite due à une victoire de la droite à l'élection présidentielle, favorise plus la droite qu'elle ne favorise la gauche quand il y a une victoire à l'élection présidentielle de la gauche. C'est plus compliqué pour la gauche. Parce que c'est le système. Mais le découpage se faisant quand même sur des bases démographiques et favorisant plutôt les zones urbaines, a priori ça favorise quand même plutôt à terme la gauche. Le découpage à Paris par exemple, ça va amener à cela. Et y compris dans le Val d'Oise où vous êtes, le découpage sur la ville nouvelle, ou l'ex-ville nouvelle de Cergy-Pontoise, doit amener plutôt à favoriser une ou 2 circonscriptions de gauche sur l'ensemble du département. Bref, de toute façon, les électeurs y choisissent, et on l'a vu encore à l'occasion des dernières élections municipales, ils sont de plus en plus libres. Il n'y a plus maintenant l'idée que sociologiquement, une circonscription est à vie à gauche et à vie à droite. Enfin bon, il faut être attentif, il faut des règles. Je reste assez attaché, moi, pour les élections législatives, à ce mode de scrutin, mais peut-être parce que j'en suis l'élu,
et que les électeurs m'ont fait confiance de nouveau en 2007. En même temps, je suis convaincu que pour la respiration de notre débat politique, il faudrait une dose de proportionnel pour que tous les courants de la vie politique française soient représentés à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas en avoir peur. Et alors, en revanche, je suis pour la généralisation du mode de scrutin que nous avons au municipal et au régional sur les autres scrutins, et notamment au cantonal. Quand je vois qu'on est contre la réforme Balladur, mais sans dire pour autant que nous sommes opposés avec un mode de scrutin actuel des cantons, qui est un scrutin ancien, poussiéreux du XIXe siècle, avec peu de femmes, peu de diversité, peu de couches sociales représentées. Je suis favorable, moi, à un mode de scrutin départemental pour les départements comme pour les régions, ce qui permettrait de la parité, de la diversité et du renouvellement politique. Je referme cette parenthèse. Juste pour préciser, actuellement il y a 22 régions, passer à 15, vous ne pensez pas que c'est une demi-mesure par rapport à se approcher des régions européennes et d'une dizaine de régions? Mais ça c'est autre chose. Pour les départements? Oui, mais ça, moi alors, si vous me poussez dans mes retranchements, je suis plutôt pour mettre fin au département, mais alors là, je vais me faire des amis partout, notamment chez l'association des présidents de conseils généraux, qui évidemment se défendent. Dans le comité Balladur, il y a l'idée qu'on pourrait, de manière sur la base du volontariat, procéder à des regroupements des régions. On sait que c'est parfaitement possible, notamment sur les Normandies. Il y a eu le vieux débat entre la Loire-Atlantique, les Pays de Loire et la Bretagne, la Picardie aussi. Bon, donc il y a des possibilités qui existent. Moi, je suis plutôt sur l'idée qu'on expérimente et qu'on avance. Et à terme, je suis convaincu que le vrai couple, c'est celui de la commune et de l'intercommunalité et de la région qui doivent fonctionner parce que c'est l'échelle européenne et à condition de donner plus de pouvoir aux régions, et y compris, le président de la région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Terral, l'avait proposé il y a 2 ans, l'idée qu'on puisse regarder si les régions peuvent d'une certaine manière, c'est compliqué en France à le dire ainsi, mais légiférer, c'est-à-dire plus savoir sur un certain nombre de sujets, pousser un peu plus loin leur pouvoir et légiférer. Et là encore, chaque région peut avoir un niveau d'approfondissement de ses compétences qui n'est pas forcément identique à sa voisine. C'est pas ça qui mettra en cause la République. En tout cas, je crois qu'il faut des régions avec plus de pouvoir, sans doute effectivement des territoires plus étendus, plus de lisibilité, mais il faudra du temps, parce que remarquez que les présidents de région sont des gens aujourd'hui qui comptent peu dans la vie politique, pèsent pas. Il y a des présidents de conseils généraux, PS, qui pèsent plus que les présidents de région, qui ne sont pas des donneurs d'ordre encore. Mais il faut du temps. La région est une collectivité très récente, elle n'a que 20 ans, alors que le département, lui, a autant d'années que la République. L'Europe, il faut un colloque là. Il y a un rejet de l'Europe. D'ailleurs, c'était sympa dans le portrait qu'on m'a fait. On m'a pas fait le truc habituel, vous étiez pour le non et ensuite pour le oui, etc. Zigzag, etc. Mais vous avez pu le faire, ça m'aurait pas étonné, ça aurait été en partie justifié. Mais je voyais encore un sondage qui indiquait plutôt qu'aujourd'hui, il y a de nouveau une confiance dans l'Europe. Mais il y a une méfiance d'une manière générale vis-à-vis de la construction européenne qui ne protège pas. En plus, les politiques français ont très souvent fait campagne en disant que s'il y a un problème, c'est à cause de Bruxelles, c'est à cause de l'Europe. Je suis convaincu que l'Europe reste le grand projet pour notre continent, et donc pour nous. Ça reste le grand projet. D'abord sur le plan de la démocratie. Sans l'Europe, si c'est un peu plus compliqué que ça, mon pays d'origine, le Portugal, la Grèce, n'aurait pas pu rentrer dans la démocratie et dans le développement économique et dans l'extraordinaire croissance que ces pays du Sud ont connue. Sans le projet européen, et moi j'ai voté pour l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne, il n'y aurait pas eu cet espoir aussi de développement économique et de développement démocratique. Donc ça reste un projet à l'échelle humaine, sur ces 50 dernières années, qui reste extraordinaire, mais à condition de lui donner un contenu, et une puissance économique, diplomatique, militaire. Et ça reste, je suis convaincu, le projet de ma génération et de votre génération. Car, notamment vous qui êtes dans cette école, les échanges d'étudiants, d'entreprises font fi des frontières. Et il y a une civilisation, il y a une société européenne qui n'est pas celle de l'Asie, qui n'est pas celle des États-Unis d'Amérique, qui est sur un modèle culturel, social, de protection sociale, qui reste à défendre. Le modèle français, le modèle rhénan sont, et notamment dans ces périodes de crise, sont des modèles qu'il faut défendre, adapter, réformer, évidemment, mais qui restent
fondamentaux dans ce vieux continent. La phrase de Rumfeld sur la vieille Europe, elle résonne encore dans mes oreilles, mais je suis convaincu que cette vieille Europe a encore un modèle de civilisation, un modèle de culture, de tolérance à défendre ce continent où il y a toutes les religions, où les trois grandes religions monothéistes sont aujourd'hui par les effets de l'immigration, je pense évidemment à l'islam présent. Donc il y a un modèle à défendre, y compris dans le dialogue avec la Russie, avec l'Asie, avec les États-Unis, avec l'autre rive, la rive sud de la Méditerranée. Mais pour cela, il faut une construction politique, démocratique, qui reste inventée, qui est difficile, parce que l'État-nation est encore bien présent. Et la phrase de Jacques Delors sur le fait que l'Europe est une fédération d'États-nations reste juste. Je ne suis pas sûr que le Parlement européen ou que le mode de gouvernance aujourd'hui de l'Europe ait permis d'approfondir véritablement la démocratie. C'est difficile d'abord de parler de démocratie d'institutions alors qu'il y a une crise économique. Mais je suis convaincu que l'euro, le gouvernement monétaire et économique européen, l'approfondissement du lien entre l'Allemagne et la France, l'entrée dans la zone euro de la plupart des pays, et demain je l'espère, parce que ça me paraît indispensable, de l'Angleterre et donc de la livre, ça reste des projets qui pour moi sont très importants, à condition que l'Europe investisse demain dans la recherche, dans l'innovation, dans l'université, dans les travaux, dans l'environnement, et ça l'oblige à faire des choix, notamment par rapport par exemple à la politique agricole commune. Même si on sait que dans les années qui viennent, le budget de soutien à la PAC va progressivement baisser. Mais ça reste pour moi le grand projet. Quant au troisième sujet, alors la France, mon projet, moi je me suis engagé à gauche. Pourquoi ? Parce que je considérais à 17 ans que le débat sur la peine de mort était un débat fondamental et que j'étais marqué par les écrits de Victor Hugo, d'Arthur Koestler, par les plaidoiries de Robert Badinter, parce que j'ai admiré le courage de François Mitterrand sur ce sujet-là, parce que la pratique du pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, les diamants, etc., c'était insupportable, parce que la loi sécurité-liberté perfide, parce que je considère que Michel Rocard était le représentant de la gauche moderne, à l'instar de Willy Brandt, qui avait beaucoup soutenu le Parti socialiste ouvrier espagnol, donc tout ça résonnait en moi, parce que j'étais très anticommuniste et parce que le PS précisément offrait une autre voie à la gauche. Bref, toutes ces raisons, mais par l'idée qu'au fond, il faut lutter en permanence contre les inégalités. Et que ce que je ne supporte pas, moi, c'est qu'à cause du nom, de la couleur, de sa naissance, on ne puisse pas être aidé, qu'il ne puisse pas y avoir l'égalité des chances, qu'on ne puisse pas accéder à des responsabilités, monter, comme on dit vulgairement, dans l'ascenseur social. Et être de gauche, pour moi, c'est ça. Ça reste fondamentalement, même si je ne dis pas que la droite est contre ça, surtout dans ce pays où la droite n'a jamais été vraiment libérale et où le gaullisme est passé par là, où il y a l'histoire de la République. Beaucoup d'admiration pour un homme de gauche, radical, un républicain comme Clémenceau, parce que lui, il a accepté de gouverner, contrairement à Jaurès, même si on ne sait pas ce qui serait passé si Jaurès n'avait pas été assassiné. Je termine mon bouquin là-dessus, ce qui m'a valu sur l'Internet des dialogues passionnants sur Clémenceau et sur Jaurès, ce sont évidemment des éléments d'actualité, c'est bien connu, mais en tout cas, lutter contre le déterminisme, ça reste pour moi cet engagement. Et donc je crois qu'un projet de gauche, que ce soit dans la répartition des richesses créées par l'entreprise, sur le rôle de l'école qu'il faut réformer en profondeur, je pense notamment à la question du collège unique, sur ce qui se passe à l'université aujourd'hui, sur la priorité à la recherche, sur la réorganisation de l'État, tout en sachant que les missions de service public doivent être maintenues. Oui, je pense qu'il y a de la place encore pour un grand projet de gauche, où la justice sociale et l'égalité des chances sont des valeurs qui veulent dire quelque chose. Je pense qu'on peut porter un discours fort de valeurs, à condition qu'on soit en même temps capable de mettre fin à un discours de guerre civile, où il y a du rassemblement, où on écoute les autres, où on cherche du consensus. J'ai refusé de rentrer dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui me l'a proposé, parce que je ne crois pas à l'ouverture. Je crois en revanche au dialogue entre les forces politiques, au consensus. Moi j'étais frappé, évidemment c'est la mode, et pardon de le citer, peut-être que dans 6 mois on dira que du mal de lui, par le discours de Barack Obama devant le Congrès. Tous les présidents américains se font applaudir par tous les congressmen debout, démocrates ou républicains. Et parce qu'il était dans le fil de l'histoire de son pays. Et je suis en train de lire une très belle biographie sur Abraham Lincoln, et je suis frappé par le fait qu'aux États-Unis, il y a quand même, évidemment avec des changements majeurs, toujours les mêmes symboles de l'intervention devant le Congrès,
les premiers actes d'un président de la République devant le Capitole, d'un président américain devant le Capitole, mais par le discours sur les valeurs. Les États-Unis sont forts quand ils retrouvent ce fil que George Bush a abandonné et que Barack Obama a formidablement exploité. Nous avons, nous, notre histoire, mais je pense qu'elle est grande et qu'elle est belle, et qu'on doit être capable de se surpasser, pas parce qu'on est français ou parce que la langue française est magnifique, parce qu'on a toujours un message universel faire passer, je le crois. Pour autant, je pense notamment sur la laïcité, on a beaucoup de choses à dire. Et dans le projet de la gauche, l'idée de la laïcité, elle reste profondément d'actualité, surtout dans un monde où il y a des affrontements de société et de culture. Et c'est ce message universel qu'on doit être capable de porter, en l'adaptant, en le modernisant, en étant aussi modeste sur le rôle de la politique, je le disais tout à l'heure. Et on a encore un merveilleux message à porter. Donc je me prépare, vous voyez, à 2000. Alors, on va passer maintenant à la dernière question, s'il vous plaît. C'est la question surprise. Voilà. Là, voilà. Moi, j'avais une seconde question pour vous sur l'actualité internationale, en fait. Pendant les événements qui ont marqué le mois de janvier dans la bande de Gaza, on a peu entendu le Parti socialiste qui a en revanche laissé tout l'espace de parole et laissé aussi la rue à la gauche de la gauche, qui a souvent un discours très réducteur, avec pour résultat notamment ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire le PC déclaré persona non grata au dîner du CRIF. Alors, je voulais savoir pourquoi le PS avait fait ce choix, qu'est-ce qui avait justifié cette stratégie en fait de silence complet dans une société qui est justement très secouée à chaque fois que cette partie du monde s'embrase. Question difficile. Je suis assez scandalisé par la décision du CRIF. Parce que c'est un mélange qui est fait, notamment les derniers dirigeants du CRIF, en contradiction d'ailleurs avec des hommes comme Théo Klein, qui mélange la question de l'antisémitisme avec la problématique du conflit. Il y a un lien, je ne vais pas raconter d'histoire, mais là, refuser à des élus républicains, on en pense qu'on veut, d'être présents à ce dîner-là, où toutes les forces politiques en général sont représentées, à mon avis, c'est une faute pour le CRIF lui-même et pour la société française. Je n'ai pas participé aux manifestations, moi, et les socialistes non plus, parce que on voit bien qu'il y a des forces très minoritaires, mais qui, elles, font la confusion de l'antisionisme, de l'antisémitisme, qui profitent de ce conflit-là, et de la critique justifiée à l'égard d'Israël, pour régler d'autres comptes. Et quand vous êtes dans une manifestation, on crie mort aux Juifs, où on brûle l'étoile de David, il y a quelque chose qui devient insupportable. Si en plus vous y mettez le Parti des Martyrs en France ou Dieudonné au milieu de là, c'est évidemment plus que condamnable. C'est difficile de tenir un discours raisonnable sur cette question-là. Je ne dis pas équilibré, je dis raisonnable, qui est le discours de la paix. C'est très difficile. Et vous ne vous faites pas entendre à l'évidence. Surtout quand dans l'histoire du Parti Socialiste, vous avez à la fois une relation très forte avec les Palestiniens, avec l'OLP en particulier, et aussi avec les Israéliens. Avec une difficulté supplémentaire pour le PS, c'est la faillite du Parti travailliste israélien. La faillite politique et morale. L'échec. Subsiste la figure de Shimon Peres, enfin, toutes ces contradictions. Les évolutions de la société israélienne font que nous n'avons plus ce lien que nous avons pu avoir. Je m'ai oublié que c'est la SFIO qui a énormément aidé Shimon Peres, qui, dans les années 50, venait négocier secrètement le programme nucléaire israélien, et nous les soutenions beaucoup, y compris dans ce qu'était le Parti travailliste. François Mitterrand a eu l'un de ses fils qui a été pendant les années de kibbutz, et le discours de Mitterrand à la Knesset était empreint de cette force. Il a dit des choses à la Knesset en 82 puissantes et qui résonnent encore. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de tenir ma ville est jumelée avec un camp palestinien au sud de la bande de Gaza, à Younes. Je suis allé souvent en Israël, en Palestine, à Gaza, société détruite, pratiquement plus de relations puisque c'est le Hamas qui est aujourd'hui maître de Khan Younes, donc on ne peut pas travailler. Nous avions un programme formidable avec les femmes notamment, tout ça évidemment n'existe plus. Il faut dire aussi ce qui s'est passé à Gaza, que pendant l'intervention israélienne, le Hamas en a profité pour liquider une partie des responsables du Fatah. C'est une guerre civile, même si aujourd'hui on cherche évidemment
à travers un gouvernement d'union nationale palestinien, à trouver les voies de la paix et de la reconstruction. Et ça sera évidemment extrêmement compliqué. Je fais partie de ceux qui sont très pessimistes, parce que la situation à Gaza, le morcellement dû à la colonisation, qui va être poursuivi avec sans doute le nouveau gouvernement de droite, l'extrême droite israélien, me rend extrêmement la faiblesse de l'autorité palestinienne, la difficulté pour les États-Unis, au-delà des déclarations d'Hillary Clinton, de s'impliquer dans le dossier alors qu'il y a le retrait de l'Irak, il y a la problématique afghane, il y a le problème iranien, qui sont les grandes priorités de l'administration Obama. Tout ça me rend pas très optimiste sur la suite. Et en même temps, il faut tenir un discours de paix. Il n'y a pas d'autre solution que la paix, qu'un projet politique, économique commun, que l'intérêt des Palestiniens, une société très attachante, qui a été très démocratique et laïque, moins aujourd'hui, évidemment, culturellement très forte, avec des élites formées au Liban, dans les pays arabes ou du Golfe, ou en Europe ou aux États-Unis, qui avaient un potentiel que Oslo avait semblé dévoiler. C'est dans ce rapport, dans ce dialogue entre Israéliens et Palestiniens qu'on pourrait trouver les chemins de la paix, du développement économique et du progrès. Je ne suis pas très optimiste parce que la société israélienne a beaucoup évolué et que les forces aujourd'hui de séparation sont plus fortes que les forces d'union. Au PS d'être fort, et pourquoi on l'entend moins? Je termine avec ça, je suis trop long. Parce que plus vous passez de temps dans l'opposition, plus sur les grandes questions, par exemple internationales, vous n'avez plus de leader sur ces problématiques-là. Vous n'en avez plus beaucoup. C'est d'ailleurs attention, vous avez d'opposition qui passe. L'expérience, vous la perdez. Vous avez une chance d'avoir Strauss-Kahn à la tête du FMI ou Lamy à la tête de l'OMC, parce que c'est quand même des hommes d'expérience pour demain. La parole d'un Hubert Védrine reste forte, même si on peut débattre avec lui de la question du Proche-Orient. Bernard Kouchner, non, il est plus au PS. Donc, bon, mais il manque des voix sur ces questions-là. Donc, vous avez raison, on l'entend moins. Bon, pourtant, des prises de position. Et attention, et on l'a dit d'ailleurs à certains socialistes, c'est pas parce qu'il y a une banderole et une manifestation qu'il faut être derrière. C'est pas parce que les gens sont sur une cause que vous pourrez partager qu'il faut courir derrière. Ça vaut pour le conflit du Proche-Orient, ça vaut pour d'autres sujets. À un moment, vous êtes comptable quand même. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec n'importe qui dans la rue. Faire attention. C'est le fameux temps moderne, la fameuse image de Charlie Chaplin, avec le drapeau rouge et tout le monde suit derrière. Attention, parce qu'il y a un drapeau rouge, que ça va forcément dans le bon sens. Manuel Valls, nous vous remercions. Merci à vous. Nous vous rappelons que mardi prochain, nous recevons Alain Flelou. Voilà. Et nous vous invitons à un cocktail au premier niveau. Merci à vous, merci beaucoup.